Voilà, alors bonjour à tout le monde et bienvenue au bain ce dimanche matin. On a, dans le cadre de Phil au bain, on a le plaisir d'accueillir Ralph Muller. Salut Ralph. Salut. Bienvenue. On va parler de plein de sujets d'actualité, mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais peut-être brièvement, ou pas brièvement, en tout cas te présenter? Bonjour à tous, déjà merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Ralph Muller, j'ai 30 ans, je suis assistant au département de langue et littérature française de l'Université de Genève depuis 4 ans. Avant ça, j'ai fait un bachelor en philosophie, un master en littérature française. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, j'anime une chaîne YouTube depuis 3 ans maintenant, qui s'appelle La Cartouche, et dans laquelle j'aborde des questions, pour faire simple, de culture et de société, en essayant d'appliquer certaines méthodes, certains outils, certains réflexes propres aux sciences humaines, et en particulier à la littérature et à la philosophie. Voilà. Et on va essayer de revenir, alors pas sur tout, mais en tout cas sur certains de ces sujets que tu couvres. Avec plaisir, ouais. Voilà, puis naviguer là-dedans. Bonjour à tous, dans le cadre du Cercle Sacré, du festival dédié au bien-être, au corps, alors, on va peut-être la laisser retrouvons ce parler. matin Marion qui est un atelier énergétique en espace sauna, et on vient travailler le chakra. Chakra, on va essayer de travailler le chakra ici, c'est la yourte. Alors, voilà, peut-être tout d'abord, on va s'intéresser aux questions relatives à l'écriture inclusive. On a eu pas mal de discussions ces derniers mois, ces dernières années sur l'écriture inclusive. Et puis c'est vrai qu'un des grands arguments alors, que j'ai entendu, mais c'était pas le seul, hein, c'est qu'il y a un biais à la base dans la langue française, un biais masculin ou masculiniste quand on parle français. Est-ce que tu pourrais peut-être, je sais pas si c'est un point de départ qui te semble pertinent, intéressant? Ouais, c'est tout à fait pertinent, tout à fait intéressant. Donc moi, je pense pas que ce soit le cas, hormis peut-être dans certaines situations particulières. Alors c'est une question qu'on peut aborder de plein de façons différentes. Je pense qu'au fil de la discussion, on va réussir à aborder un peu les points les plus importants. Une confusion qui est souvent faite dans ce débat, sur cette question, c'est une confusion entre le genre grammatical et le genre ou le sexe des personnes. Et c'est-à-dire que on prend le genre grammatical masculin comme représentatif des hommes et par conséquent d'une domination masculine. Le nœud de la discorde dans cette question-là, c'est évidemment c'est entre autres la fameuse règle de l'accord au masculin que certains perçoivent comme une forme symbolique de domination, en particulier parce que à l'oral, la formulation de cette règle, elle a souvent pris la forme de le masculin l'emporte sur le féminin, qui est effectivement une formulation malheureuse qui se prête à des interprétations du type de celle que je viens d'évoquer, donc des interprétations d'ordre symbolique, où on a effectivement l'impression qu'il s'agit d'une domination de l'homme sur la femme. Or, il faut bien ressaisir le fait que quand on parle de masculin ici, on parle d'une catégorie grammaticale et pas des hommes. Et donc ces catégories grammaticales, on aurait pu aussi les appeler autrement, on pourrait appeler ça le genre 1, le genre 2, ou alors, et c'est d'ailleurs la réalité linguistique du phénomène, la forme non marquée et la forme marquée. Parce qu'en fait, toute la langue est divisée et construite selon des systèmes d'opposition dans lequel il y a à chaque fois une forme de base et une forme dérivée. Donc le masculin est la forme de base par rapport au féminin, parce que d'un point de vue morphologique, c'est la forme non marquée, donc il se prête à des ajouts morphologiques qui permettent de créer ensuite des nuances sémantiques. De même, l'indicatif est le mode de base par rapport aux autres modes, le singulier est la forme de base par rapport au pluriel, etc., etc. Donc en fait, le genre grammatical n'est pas un marqueur d'opposition sexuelle, c'est un marqueur d'opposition tout court. Parce que la langue est ainsi constituée, ainsi construite, pour des raisons pratiques, et parce que ces divisions permettent encore une fois de créer des nuances sémantiques, comme par exemple entre herbe et herbage, entre le voile et la voile, des homophones qui ont des genres différents, selon la catégorie grammaticale à laquelle appartient chacun de ces termes, le sens varie. La question de base, c'était quoi déjà? Dans quelle mesure est-ce qu'on a un biais masculin? Oui, alors, et puis juste si je te réponds à cette question d'un point de vue moins, disons, linguistique, c'est une question que j'ai posée à mes amis avec un E,
quand je travaillais sur ces questions, puis je leur ai demandé tout simplement, en fait, est-ce que tu penses qu'il y a un biais masculin? Enfin, quel est ton rapport à la langue? Quelle est ton expérience de locutrice par rapport à ça? Et je dois dire que la grande majorité de mes amis auxquels j'ai posé cette question m'ont dit que non, qu'elles n'ont jamais eu le sentiment d'être exclues de la langue parce que la forme neutre en français est identique morphologiquement à la forme du masculin, et qu'elles ont toujours perçu le masculin dans sa capacité à officier comme forme neutre et donc à inclure et englober tout le monde selon les contextes d'expression. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important, c'est que le contexte dans lequel s'inscrit le discours fait partie des conditions du sens du discours qu'on emploie. Et donc, si je suis ici face à des hommes et des femmes, ce qui est le cas aujourd'hui, et que je dis bonjour à tous, il me paraît évident que mon intention est de m'adresser à tout le monde. Et donc ça aussi, ça fait partie des éléments à prendre en compte, je pense, dans ce débat. Et une personne qui te répond, ouais, mais t'as pas dit bonjour à toutes et à tous, t'as pas inclus, je me sens exclu. Tu réponds, enfin, t'as l'impression que cette réaction n'a pas de sens. Pour moi, elle a pas de sens. Ouais. Moi, je pense que si quelqu'un dit ça, je pense que ce serait de la mauvaise foi et que ce serait, voilà, une façon simplement d'alimenter le débat ou de vouloir discuter de cette question-là, ce qui est tout à fait légitime. Mais encore une fois, je pense que c'est pas, non, je pense que ça correspond pas en fait à nos pratiques. Et que notre pratique de la langue fait que c'est bel et bien comme ça qu'on emploie le masculin dans des contextes d'expression particuliers comme celui-ci. Parce que je vais aussi essayer un peu de faire des allers-retours. Et puis n'hésite pas, hein, si vous avez une question, une réaction, vous intervenez, je vous lance le micro. Voilà, l'idée c'est que ça tourne un petit peu aussi. À défaut de réaction, je continue. Voilà, en faisant. Je sais qu'il y a monsieur qui a une réaction. Voilà. Non seulement je te mets le micro, bon, c'est parti. Donc j'entends bien que vous dites que c'est de la mauvaise foi si une personne vous répond que je suis pas incluse, voilà, en fait, si vous dites pas toutes. Mais que faites-vous de la subjectivité du ressenti? C'est-à-dire que la subjectivité du ressenti qui serait, mais en général, les femmes ont été dominées et elles sont dominées. Oui, ça c'est des questions politiques et sociales, bien sûr. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la langue. D'ailleurs, les femmes, tous les droits qu'elles ont acquis, pour lesquels elles se sont battues et qu'elles ont fort heureusement acquis, elles l'ont fait au moyen de la langue. De cette langue, de la langue même dont certains disent qu'elle est oppressive, masculiniste, etc. Pour ce qui est du ressenti, le problème c'est que si on commence à baser notre pratique de la langue sur le ressenti des gens, mais on va pas s'en sortir. C'est-à-dire la langue, pour fonctionner, doit justement faire fi des ressentis. Il faut accepter de jouer au jeu. Si on prend le langage comme un jeu, comme disait Wittgenstein, il faut accepter le jeu, certains jeux de langage, certaines règles de base. Et si on le fait pas, et si on commence à douter de tout, ou alors à dire oui mais moi je me sens pas inclus, etc. Je pense que quelqu'un qui se sent pas inclus, c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas bien compris justement quel était le jeu du langage en français. Maintenant, il y a une chose qui est vraie, c'est que, et ça je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est que pour moi le danger de l'écriture inclusive et des pratiques, parce que même par exemple le bonjour à toutes et à tous, on pourrait dire qu'en tant que tel, c'est une espèce de forme de politesse, une espèce d'élégance, pourquoi pas. Le problème c'est que si on s'habitue à systématiquement marquer le féminin et le masculin, effectivement, à terme, il se pourrait que dans l'usage, les locuteurs intègrent l'idée que le masculin ne fonctionne que comme masculin parce qu'on l'entendrait systématiquement dans le voisinage du féminin. Or, le masculin en français ne vaut comme masculin que dans les cas où il s'oppose clairement à un féminin. La plupart du temps, le masculin, si vous y pensez, la plupart du temps, le masculin ne vaut pas comme masculin, c'est-à-dire au sens référentiel, au sens sémantique. La plupart du temps, le masculin perd le sème masculin ou le sème mâle s'il s'agit de faire référence à des hommes, et donc il ne fonctionne comme tel que dans les cas où il est clairement opposé à un référent féminin. Et donc c'est vrai qu'à force d'entendre ces formulations-là, peut-être que même aujourd'hui déjà, il y a des personnes, peut-être des personnes plus jeunes, qui pourraient me dire mais vous n'avez pas dit bonjour à tous, vous m'avez pas incluse. Et à ce moment-là, peut-être qu'effectivement ce serait pas de la mauvaise foi, mais simplement que cette personne aurait
une pratique personnelle, une histoire personnelle, une expérience personnelle de locutrice qui n'est plus la même que la mienne, et dans laquelle elle se sentirait pas intégrée. Et comme toujours, de toute façon, avec les questions de langue, c'est l'usage qui tranche. Et donc, si effectivement l'usage tranche dans ce sens-là à terme, il y aura rien à dire, il y aura rien à faire. Moi, je pense simplement que ce serait une perte, parce que le masculin, encore une fois, comme genre grammatical, comme forme morphologique, mais dans son pouvoir neutralisant, est une condition de possibilité de la pensée abstraite. Tous les concepts de pensée abstraite, le locuteur, par exemple, en tant que pensée, si je dis le locuteur pour faire référence au concept d'une personne qui parle, et pas pour faire référence à un homme qui, dans le contexte d'énonciation, correspondrait au locuteur, le fait de pouvoir penser abstraitement suppose justement qu'on sache se débarrasser des particularités des éléments individuels. Mais ça vaut pour tout. Toutes les idées abstraites, les concepts qu'on construit, supposent cette capacité justement à se débarrasser de la référence à certains paramètres distinctifs qui individualisent les personnes, au rang desquels figure le sexe. Et ce, d'autant plus qu'aujourd'hui, alors voilà, tu parles en effet de ce bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est arrivé, j'ai l'impression, un peu à l'étape suivante, où on dit même plus bonjour à toutes et à tous, mais bonjour à tous, avec ce fameux X qui est venu s'ajouter dans l'équation, pour caractériser tous ceux qui se sentent aussi, qui ont ce besoin d'inclusion, les personnes qui se disent non binaires. Qu'est-ce que ça complexifie en effet en même temps le langage, et puis il y a ce besoin aussi de certaines personnes de cette reconnaissance dans la langue. Ouais, alors à titre personnel, je veux dire que moi je l'ai jamais entendu, je crois, à l'oral. C'est quelque chose que je vois parfois dans des textes de nature militante, dans la communication par exemple de la CUAE. La CUAE qui voulait pas que je dise. Quand on reçoit des mails, effectivement, c'est une suite de lettres séparées par des points, et donc il y a le X aussi qui en fait partie. Moi, si vous voulez, le problème, c'est que, mais j'en avais fait un trait d'humour dans une de mes vidéos, effectivement, le bonjour à toutes et à tous, il tend la perche à ce genre de problème. Parce qu'effectivement, si vous avez une personne non-binaire qui se reconnaît pas dans le paradigme homme-femme, dans l'assistance, cette personne va pouvoir effectivement dire, vous dites bonjour à toutes et à tous, mais vous ne m'avez donc pas considéré. Et donc, il faut trouver un moyen ensuite de les représenter. Et alors, à ce moment-là, pourquoi pas imaginer des formes d'adresse ciblées selon la couleur des cheveux, selon le goût des personnes, selon mon humeur. Alors, selon mon humeur, je change de genre, je change de pronom. Enfin, en fait, on s'en sort plus, quoi. On se sort plus. Et le pluriel, justement, dans son pouvoir, dans sa capacité de neutralisation. Faut bien comprendre, le neutre, c'est pas d'englober le masculin et le féminin. Le neutre, c'est de se débarrasser du masculin et du féminin. Le neutre, qui vient du latin, né ou terre, ni l'un ni l'autre. Donc c'est ça le neutre, c'est juste se débarrasser de la référence au sexe, de la référence au genre. Et si on accepte ça, on n'a plus ces problèmes. Et tout le monde, par définition, tout le monde est inclus dans un masculin pluriel. Quand je dis bonjour à tous, tout le monde est inclus, peu importe le reste, peu importe votre identité de genre, peu importe. Et ça, c'est justement une grande richesse du masculin dans sa capacité à fonctionner comme neutre, dont on se priverait, à mon avis, à tort. Ouais, alors, un petit micro. Je mets le son, c'est parti. Oui, bonjour. Alors, merci pour être là. Moi, je voulais vous dire quand même qu'on a vécu depuis des décennies sous du patriarcal, et je pense que c'est un peu normal que les gens veulent, c'est vrai, j'ai pas d'exemple là, mais on veut beaucoup féminiser des professions, on y tient, parce qu'on a été carrément engloutis dans le patriarcal. Donc je pense que même en étant neutre, on a besoin de refaire une balance entre le féminin et le masculin. Bonjour, merci. Mais vous avez tout à fait raison, j'ai aucun problème avec la féminisation des noms de métiers, par exemple. Ça, c'est vraiment une question qui est très indépendante de ce qu'on entend à proprement parler par écriture inclusive. La féminisation des noms de métiers, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est quelque chose qui se fait, qui arrive. Alors il y a toujours un temps de retard parce que généralement les dictionnaires notamment prennent acte d'un état de la société au moment où il devient évident que cet état est bel et bien advenu. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu des policières avant que le terme soit reconnu comme tel et accepté dans le dictionnaire. Donc il y a toujours un temps de retard. Parfois il y a des personnes qui peuvent avoir le sentiment effectivement que tel nom de métier n'existe pas officiellement et devrait exister, ce que je peux comprendre, mais généralement ça finit toujours par arriver.
Et la féminisation des noms de métiers, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui est totalement prévu par le fonctionnement naturel de la langue. C'est pas quelque chose qui bouleverse nos pratiques linguistiques, quoi. Et donc c'est tout à fait normal. Enfin moi j'ai aucun problème avec ça. C'est vraiment l'écriture inclusive, c'est autre chose. Mais c'est peut-être pour ça qu'on appuie sur le bonjour à toutes et tous, parce qu'on a vraiment des mémoires du masculin, vous voyez. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est pas spécialement pour les professions. C'est dans le langage, on aurait pu mettre après le féminin qui englobe le masculin pour faire une balance de toutes ces mémoires de masculin. Je comprends ce que vous dites et je comprends votre idée. Le problème, c'est que le langage, on peut pas le forcer de la sorte. C'est-à-dire, le langage, c'est pas l'objet c'est pas le fruit d'une réflexion, c'est pas le fruit d'une décision. C'est d'ailleurs un mystère encore. Enfin, on sait pas exactement comment c'est concrètement institué le langage, comment est né le langage. Bon. Mais une chose est certaine, c'est que le langage évolue naturellement avec le temps, mais comme corollaire de l'activité des locuteurs, c'est jamais le fruit d'une prise de décision consciente. Et alors là, si on voulait aujourd'hui remplacer la forme féminine, la forme masculine par la forme féminine en tant que forme officiant comme neutre, ce serait le fruit d'une décision consciente qu'on imposerait à la langue et qui serait contraire à son fonctionnement. Et ce serait, à mon avis, très difficile, très compliqué, et même à mon avis, c'est pas faisable, quoi. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment, pardon d'insister là-dessus, mais je comprends que ça puisse être, que ça puisse prêter à confusion, mais que le masculin, quand on pense au masculin dans ce cadre-là, c'est vraiment une catégorie grammaticale et rien de plus, quoi. C'est une forme morphologique. Tous, c'est juste une forme morphologique, vous voyez. Y a rien dans le terme qui, je sais pas, qui donnerait une espèce de pouvoir supplémentaire aux hommes, qui serait par conséquent nié aux femmes. Enfin, c'est... Ouais. Mais c'est vrai que là où ça rend la question complexe, c'est de manière purement, on va dire, en regardant la morphologie de la langue française, ça semble assez évident, mais c'est vrai que c'est difficile de détacher ça d'un passé, en effet, comme vous disiez, comme certains disaient, un passé très dominé ou ultra dominé par les hommes, avec tous les conséquences très négatives que ça a pu avoir. Et c'est vrai que l'un et l'autre, enfin, c'est très difficile aujourd'hui de séparer cette lecture analytique, rationnelle, d'une lecture qui englobe aussi beaucoup de sensibilités personnelles qui sont liées à un passé problématique. Ouais, tout à fait, je comprends. Je comprends vraiment, je comprends le lien, je le comprends. Mais je pense que c'est beaucoup plus productif, beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace de lutter dans une perspective féministe, par exemple, de continuer de lutter, mais sur vraiment le terrain de la politique, quoi. Et je pense que la langue est un faux terrain ou un mauvais terrain de jeu pour ça, hormis pour certaines questions comme la féminisation de nos métiers, par exemple, etc. Mais que par ailleurs, je pense que ça détourne beaucoup. Je pense que c'est du gaspillage d'énergie qui, à mon avis, ne rend service à personne, au contraire. Qui crée de la confusion, qui crée plus de dissension encore, et qui, encore une fois, à mon avis, n'est pas nécessaire. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est quand même pas le moindre des livres féministes, il a été écrit avec un usage du masculin générique, du masculin neutre. Il a été écrit par une femme qui parlait comme ça, et pourtant c'est un livre d'une énorme puissance intellectuelle, d'un impact que j'ai pas besoin de rappeler ici. Donc je pense qu'un exemple... Mais voilà. Merci. Je l'ai pas lu en entier non plus, ça, mais je l'ai lu en partie. Voilà, c'est une œuvre très forte. Enfin, ce que je veux dire en fait tout simplement par là, si vous avez compris, c'est juste, on peut être féministe, on peut tenir un discours féministe radical, fort, très engagé, on peut avoir un impact énorme en tant que féministe et l'écrire au masculin générique, au masculin neutre, etc. C'est pour ça que je pense vraiment que ces questions-là sont prêtes à confusion et sont en plus secondaires par rapport au combat auquel vous faites référence. D'autres réactions? On continue? Ouais, c'est bon. T'as dit avant que t'avais peur qu'avec l'éducation, à force, on prenne le masculin comme neutre, etc. Mais t'as pas l'impression que... Enfin, bref. Mais t'as pas l'impression que ce soit trop tard et que ce soit la vision des gens, enfin, que maintenant, et en plus avec l'utilisation du masculin et du féminin à la suite, et ben ça
finalement c'est l'usage qui va l'emporter parce que les gens voient la langue comme le masculin qui l'emporte et non il y a un autre de base. Donc tu penses que c'est trop tard, ça tu dis, enfin que c'est déjà le cas dans les pratiques. Je pense que ça dépend de quelle pratique. C'est le cas, je pense, dans les milieux discursifs, on va dire élitistes. C'est-à-dire, c'est le cas à l'université, c'est le cas à la télévision, dans les médias de manière générale. Maintenant, est-ce que c'est le cas dans la pratique quotidienne des gens? Ça, je suis pas sûr à 100%, je sais pas trop. Je pense qu'il y a, parfois, on peut avoir l'impression que cet usage-là, effectivement, l'a déjà emporté, parce que si vous regardez, je sais pas, la RTS, par exemple, ils ont adopté, alors eux, c'est pas seulement bonjour à toutes et à tous, c'est même l'écriture inclusive dans leur rédaction, que ce soit sur leur site internet, sur Instagram, etc. À l'université, je peux attester du fait que je pense être le seul dans mon département qui dit encore bonjour à tous. Donc effectivement, on a des espaces comme ça d'expression dans lesquels cette pratique aujourd'hui est la pratique dominante. Maintenant, est-ce que c'est révélateur d'une tendance vraiment générale dans des autres contextes d'expression qui seraient des contextes tout à fait quotidiens, on va dire? Ça, je sais pas. Je sais pas. À voir. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui ont pas trop envie de se prendre la tête avec ces questions. Ils se disent bonjour à toutes et à tous. Finalement, ça tue personne. Pourquoi pas, c'est sympa, etc. Ce que je peux comprendre aussi. Hein, moi, je le fais vraiment par conviction, puis pour les raisons que j'ai déjà données. C'est pas que ça me tuerait de dire bonjour à toutes et à tous, pas du tout. Simplement, je le fais par conviction. Mais je pense que certaines personnes aussi se posent pas forcément trop la question. Et comme ils ont le sentiment que c'est finalement la façon de faire aujourd'hui, et que c'est peut-être même une façon de faire un peu plus sympathique, un peu plus bienveillante, et ils le font sans trop y penser, pardon. Ouais, et donc peut-être ça va effectivement se généraliser. Je sais pas. Et justement, pour rebondir par rapport à ça, tu dis aussi, je crois, dans une de tes vidéos, tu vois une forme d'élitisme dans cette écriture, ou certaines pratiques liées à l'écriture inclusive. Pourquoi, je sais que la longue question, comme ça, tu auras tenté ça bien. Pourquoi élitisme? Enfin, on le voit très bien à quel point c'est plus présent dans certains milieux, dans certains cercles, notamment les milieux artistiques, notamment les milieux militants, en tout cas certains types de militantisme, tu l'as dit. Mais pourquoi ce côté élitiste? Parce que c'est d'abord une pratique qui s'occupe de la langue écrite. Et la langue écrite, elle vient toujours en second plan par rapport à la langue orale. La langue est fondamentalement orale. D'ailleurs, la majorité des locuteurs sur Terre sont encore des locuteurs, des personnes qui parlent leur langue, mais qui ne savent pas forcément écrire. Donc le fait d'écrire est déjà, de fait, par rapport au fait de parler, un degré d'instruction, disons suppose un degré d'instruction supplémentaire, et en cela, à quelque chose d'élitiste. Ensuite, l'écriture inclusive augmente sur la chaîne verbale, et dans la chaîne verbale, le nombre de signes non prononcés, ce qui en soi est déjà une complication, détourne certains signes de ponctuation de leur usage habituel, c'est le cas pour le tiret ou pour le point, et c'est peut-être la complication la plus grande, en particulier pour les personnes dyslexiques, elle contrevient à un principe de base de la mise à l'écrit qui est la linéarité, c'est-à-dire le fait qu'on prononce un mot à la fois. Or, avec l'écriture inclusive, quand vous avez des points E, points S, des choses comme ça, vous êtes dans une situation où en fait, vous avez pour une séquence écrite plusieurs termes à prononcer. Vous voyez, donc ce principe tout bête de la linéarité est perturbé par l'écriture inclusive. Et donc en cela, c'est une pratique effectivement qu'on pourrait considérer comme étant élitiste. Il y a une complexification de la lecture et de la compréhension de ce qui est écrit, en effet. Ouais, il y a qu'à voir même parfois juste visuellement. Enfin, parfois je vois des mails, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire dans l'information, quoi. Ça ressemble plus vraiment ça ressemble plus à du langage, en fait, justement. Mais il y a quelque chose, il y a un linguiste, c'était Gilles Sulfi, je crois, ou Daniel Manès, je sais plus, un des deux, qui avait cette intuition intéressante de dire que l'écriture inclusive était symptomatique d'une époque dominée par l'image et d'une époque qui a intégré ce goût de l'image dans ses pratiques discursives. D'où, par exemple, le foisonnement aujourd'hui et l'habitude qu'on a tous ici présents de jouer, par exemple, sur la police d'écriture, la couleur,
d'employer des smileys, des choses comme ça, c'est-à-dire de donner à la chaîne graphique une valeur, si ce n'est esthétique, en tout cas une valeur visuelle, qui se prête finalement au déchiffrement tout autant qu'à la lecture. Et ce que Gilles Suffy ou Daniel Manès, je sais plus, suggérait, c'était que finalement l'écriture inclusive, en tant qu'elle est d'abord une pratique justement écrite, avait quelque chose à voir avec ce goût de l'ostentatoire finalement. Et c'est vrai que moi je vois bien, j'ai vraiment le sentiment que les gens qui pratiquent l'écriture inclusive, mais vraiment poussés dans ses dernières conséquences avec les X, etc., semblent se complaire dans l'impression finale que ça donne, parce que justement, on a le sentiment d'aller à l'encontre de toutes les règles, à l'encontre de toute pratique, et il y a quelque chose justement de très visuel, de très visible. C'est un signe de ralliement en fait. C'est un signe de ralliement, c'est j'appartiens à telle catégorie de personnes, je fais partie d'un mouvement, enfin voilà, il y a quelque chose aussi à mon avis à le caractère graphique, encore une fois très graphique, a quelque chose à voir aussi avec cette volonté peut-être de faire signe vers quelque chose. De faire signe aussi peut-être par rapport à des voilà, une forme de militantisme ou une façon de dire je me bats pour certaines valeurs que je considère comme importantes. Tout à fait, ouais. Justement, ça me permet aussi de faire peut-être de passer aux questions liées au militantisme, en tout cas à certaines formes de militantisme. Je sais que tu t'es intéressé ces derniers temps aux questions de militantisme. Je pensais aussi entre autres par rapport à ce qui s'était passé de reprises, je crois, à l'université avec des débats publics interrompus par des militants. Pourquoi s'intéresser à ces questions-là, en lien avec ces événements et d'autres aussi? Bon, la première raison, c'était parce que j'en avais fait les frais moi-même, à titre personnel. Dans tes cours Ouais. Non, c'était pas, ça n'a rien à voir avec mes cours. C'est vraiment par rapport à mes vidéos. Des collectifs qui avaient formé une espèce de coalition pour, je sais pas exactement pourquoi, je pense pour qu'on me foute dehors, mais en disant voilà que j'étais un néo-fasciste, etc. Je t'attends ou je poursuis? Ouais, c'est ça, t'as plus de succès que moi en fixant la porte. Je suis un peu vexé là. Ne le prends pas personnellement. C'est quelque chose de facile avec une porte qui se ferme par là. Ouais, on dirait. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle refuse de se fermer, mais voilà, on va continuer. Voilà, donc ça c'était la première raison, c'est la première fois que j'avais vraiment pris conscience en fait de l'existence vraiment, puis de l'impact possible de ces militants-là. Et puis effectivement ensuite ça a été l'année dernière, il y a presque un an là, pile un an, l'interruption de la conférence d'Éric Marty, l'empêchement de la conférence d'Éric Marty, qui est un professeur de littérature à Paris, par des militants qui étaient venus, qui avaient assez violemment en fait empêché sa conférence de se dérouler. Voilà, ça c'était la raison pour laquelle je m'étais intéressé à ça. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors je sais que tu as fait des liens notamment avec ce militantisme, en tout cas dans une de tes vidéos, entre le militantisme et la tradition du carnaval. Voilà. Est-ce que tu as pu comment est-ce que tu analyses ces formes de militantisme? C'est vrai qu'il y a un besoin d'un côté de se faire entendre, de dire une forme de désaccord. Nous ne sommes pas d'accord avec les propos qui sont tenus, mais en même temps il y a aussi un refus assez évident, voire des fois violent, de discuter, de débattre, souvent en disant que débattre c'est jouer un jeu qui n'est pas le nôtre, que nous ne maîtrisons pas, et on refuse de rentrer là-dessus. Enfin, voilà, je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui sont intéressants là-dessus. Ouais, alors par rapport au carnaval, ouais, c'est une intuition que j'avais eue. C'est vrai qu'il y a des traits. Alors, il ne s'agit pas de dire que ce militantisme-là correspond trait pour trait à la tradition de la fête populaire décrite par Bakhtin dans son livre sur Rabelais, mais il y a des points de convergence que je trouvais assez intéressants. Pour dire dans les grandes lignes quelles étaient les raisons de mon intuition, c'était en particulier le fait que dans un cas comme dans l'autre, on a l'idée du renversement qui domine.
le renversement de quoi? Le renversement de l'ordre officiel, le renversement de la tradition, le renversement des valeurs, et qui passe notamment par, en tout cas dans les fêtes populaires telles que décrites par Bakhtin, qui passait notamment par le geste rituel du détrônement, par lequel le bouffon était couronné roi, et le roi était lui-même ravalé au rang du bouffon. Et ce rituel-là supposait des injures, et même une certaine forme de violence physique. Et Bakhtin dit, dans chaque individu rossé et injurié, il y a un roi, ou un roi déchu, un roi potentiel, ou en tout cas un représentant de ce qu'on considère comme étant le vieux monde. Or, dans le cas justement de cette conférence interrompue ou empêchée, je crois qu'on avait exactement la même situation. C'est-à-dire, on avait un homme qui correspond, mais alors en tout point, malheureusement pour lui, à la figure aujourd'hui le bouc émissaire d'un certain militantisme, c'est-à-dire le mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, avec des cheveux gris, c'est littéralement, il est ça à 100%, et qui représente par conséquent le vieux monde, le monde. Et puis en plus de ça, qui a une position, disons, qui est dans une position de pouvoir d'un point de vue social, parce qu'il est professeur, etc. Il a été la manière dont il avait été traité correspondait vraiment pas mal à cette idée premièrement d'une forme de rabaissement qui passe notamment dans la tradition du carnaval par le fait de faire communier, comme dit Bakhtin, les personnes à rabaisser avec tout ce qui a trait au bas corporel. Dans le cas de cette conférence, ça passait par le crachat. Le crachat, c'est typiquement une émanation corporelle basse, et donc le fait de cracher sur quelqu'un a une valeur symbolique de dégradation évidente, et puis il a été bousculé, on lui a déchiré ses notes, enfin il y avait vraiment quelque chose qui pouvait faire penser à ça. Et peut-être plus important encore, ce qui m'avait vraiment frappé moi, c'est la présence du rire dans ses interventions, qui donne justement alors le rire, la musique même, enfin il tape sur des casseroles, il chante, et donc on a vraiment le sentiment en fait que c'est une forme de fête, comme le carnaval l'est et comme les fêtes populaires l'étaient. Et en fait je voulais mettre le doigt là-dessus parce que je trouvais que souvent les personnes, y compris à l'université, qui réagissaient à ce genre d'événements, étaient à mon avis un petit peu dupes du discours de façade de ces militants qui, en apparence, font état d'une souffrance, ils disent avoir été blessés, etc. En l'occurrence, ils avaient aussi dit qu'ils n'avaient pas lu le livre. Donc ils ont été blessés par un livre qu'ils n'avaient pas lu. Bon, pourquoi pas. Mais en fait, il y avait un tel écart, il me semblait, entre le discours, notamment tel qu'il s'exprimait sur les réseaux, etc., qui disait voilà, on souffre beaucoup, on se sent discriminé par cette personne-là, etc., etc. Et ensuite, la forme de l'événement qui semble n'avoir absolument rien de sérieux. C'est-à-dire, on crie n'importe quoi, on crache, on jette de l'eau, on tape sur des casseroles, on rigole, et puis en fait, il semble prendre finalement un certain plaisir à ça. Et donc c'est surtout ça en fait qui m'avait intéressé. Sauf que s'il fallait quand même, il y aurait 1000 autres raisons de faire la distinction entre les fêtes populaires carnavalesques et ces actions militantes, mais l'une d'elles, c'est que ce que dit Bakhtin, pardon, c'est que dans le cas du carnaval, c'était une fête qui se donnait comme fête, qui s'assumait comme fête, mais qui avait un fondement assez sérieux, une certaine conception du devenir, une certaine conception de la relativité. Et il me semble que dans ce cas-là, c'est exactement l'inverse. Ce sont des événements qui se donnent pour étant sérieux, graves, etc., mais qui en réalité, dont le fondement réel, en fait, est quelque chose qui est beaucoup moins sérieux que ça, et qui a, à mon avis, un pur plaisir, en fait, de la contestation, et voire même d'une certaine forme de destruction. Mais justement, alors j'avais une citation que tu cites aussi, qui vient de Bakhtin, je propose de la lire. À l'opposé de la fête officielle, le carnaval était le triomphe d'une sorte d'affranchissement provisoire de la vérité dominante et du régime existant, d'abolition provisoire de tous les rapports hiérarchiques, privilèges, règles et tabous. Alors c'est vrai, de nouveau, si je fais un peu l'avocat du diable, alors c'est clair que le mode opératoire est discutable, problématique, on voit difficilement dans quelle mesure ça peut être quelque chose de constructif.
Après, est-ce que dans une certaine mesure, on n'a pas aussi besoin de ces renversements, je sais pas, réguliers ou en tout cas occasionnels pour réfléchir de nouveau sur ces rapports, sur peut-être des dogmes ou des habitudes qu'on a pour essayer de revoir les choses d'une manière différente. Alors sans forcément considérer le crachat, le refus. Ouais, c'était d'ailleurs tout le but de la fête populaire que décrit Bakhtin, c'était éphémère, c'était provisoire. Après, on revenait à l'ordre établi. Évidemment, c'est une autre société que la nôtre. Mais l'idée, c'était effectivement, c'était pas de renverser pour renverser ou de détruire pour détruire. C'était de rafraîchir l'idée qu'on se faisait du monde et de l'existence en la renversant justement le temps d'une certaine fête. Donc, il y avait quand même à l'horizon de ce renversement-là l'idée d'une régénération, quelque chose qui est plutôt de l'ordre justement de la construction, en tout cas quelque chose qui est plus positif que ce qui se passe avec ces mouvements-là. Après, bien sûr, je dis pas du tout qu'il faut pas remettre en question l'ordre établi, certaines formes de hiérarchie, les valeurs dominantes, etc. Pas du tout. C'est tout à fait normal de les remettre en question, de les critiquer, d'avoir des opinions complètement opposées à celles de figures d'autorité auxquelles on est soumis, etc. C'est tout à fait normal et tout à fait bienvenu. Mais là, je crois vraiment qu'avec ces événements-là et ce type de militantisme-là, on n'est pas vraiment dans ce genre de démarche, quoi. Enfin, ça permet pas vraiment de réfléchir beaucoup, quoi. À mon sens. Il y a une approche très frontale, de dire il y a une vérité qui est telle, et à partir du moment où on dérive, mais ils savent même pas quelle est la vérité en question. Dans le cas de cet événement, ils n'avaient pas lu le livre. Donc en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils aient lu le livre, et puis qu'ensuite qu'ils soient venus pour dire voilà, vous dites ceci, cela. C'était un livre sur l'histoire intellectuelle en France de la distinction entre sexe et genre. Donc ils auraient pu dire, bon voilà, vous, ce que vous dites de cette histoire, la manière dont vous la comprenez et ce que vous dites sur la distinction entre sexe et genre, nous on n'est pas d'accord du tout, on pense que c'est mauvais pour telle et telle raison, et là on aurait pu réfléchir. Ça aurait pu être fait sur un mode polémique, ça aurait pu être fait même sur le mode effectivement de l'intervention, au sens où, je sais pas, vous surgissez dans une salle, où vous avez un mode opératoire un peu conquérant, etc. Je pense que ça fait déjà longtemps que ça existe, premièrement, c'est pas non plus une nouveauté. Mais pour autant qu'il y ait quand même, honnêtement et sincèrement, à l'horizon de ces démarches, le désir de discuter ou au moins de proposer une idée, à ce moment-là, ça reste acceptable, quoi, et même bienvenu. D'ailleurs, tous mes collègues qui avaient participé et organisé cette réunion, ils étaient totalement prêts pour ça. Ils l'ont même dit, mais restez, on peut discuter, on est tous ouverts au débat, mais c'est eux qui n'ont pas voulu débattre. Donc à ce moment-là, c'est simplement que c'est même pas une contestation de l'ordre établi. C'est littéralement, c'est rien, quoi. C'est rien, mais en même temps, c'est une manière impressionnante, c'est très efficace, je pense, parce que il me semble que l'université réfléchit peut-être à 2 fois, la prochaine fois, avant d'inviter certains orateurs. Enfin, on voit aussi, c'est un mouvement qui, il me semble, a commencé pas mal en Amérique, aux États-Unis, où dès que certains enseignants ou certaines formes d'enseignement sortent un petit peu de ce qui est aujourd'hui considéré comme la bien-pensance, ils sont assez rapidement menacés d'être mis à la porte, ou je sais aujourd'hui, si on veut, dans les écoles, si on veut inviter certains penseurs, même si c'est des gens tout à fait respectables, on peut avoir un blocus au niveau des directions pour dire non, c'est un sujet sensible. C'est une réaction possible, je pense que c'est pas la bonne, c'est effectivement une réaction possible, mais je pense qu'il faut pas, en fait, on en fait à la fois pas assez et à la fois trop, je crois, avec ces mouvements. Pas assez parce que dans la réponse qu'a donnée l'université, à mon sens, c'était vraiment, ils ont d'abord dit qu'ils allaient porter plainte et finalement, ils ont remplacé la plainte par une réaffirmation en commun des valeurs de l'université, dont la CEA d'ailleurs s'est totalement moquée. L'université s'est vraiment fait rouler dans la farine de A à Z. Et en même temps, on en fait trop parce que pourquoi laisser ce pouvoir? Pourquoi leur donner ce pouvoir? On pourrait aussi simplement être plus sérieux, plus drastique dans les mesures à prendre, notamment après ce genre d'événement, parce que là, pour le coup, ça justifiait des plaintes, ça justifiait même des mesures disciplinaires pour les intervenants qui sont par ailleurs étudiants à l'université. Alors je sais qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu tabou de parler de punition, de choses comme ça, mais pourtant ça devrait pas l'être. Donc d'un moment,
vous faites quelque chose qui est pas permis, qui est pas tolérable et qui est pas toléré, vous en subissez les conséquences. Et ceux qui réfléchissent à deux fois, dans ce cas-là, c'est pas l'université, est-ce que je vais inviter un prof tout à fait légitime, c'est moi, est-ce que je vais aller déchirer les notes d'un prof, en fait. C'est ça, c'est comme ça que ça doit être. Ça doit pas être dans l'autre sens. Donc après, oui, effectivement, efficace dans ce sens-là, mais en même temps, si on regarde quand même les réactions, le sentiment que j'ai en tout cas, hein, si on regarde les réactions de la population, parce qu'évidemment c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit, c'était dans les journaux, etc. J'ai quand même le sentiment que la plupart des gens, y compris des gens qui n'ont rien à voir avec l'universitaire, qui n'ont rien à voir avec ces questions-là, qui sont complètement étrangers à la question, de prime abord, quand ils lisent les faits, quand ils regardent ce qui s'est passé, ils sont pas du côté des militants. De ces militants-là, hein, je mets pas tous les militants dans le même sac. Donc de ce point de vue-là, est-ce que c'est vraiment efficace pour la cause qu'ils défendent? Je crois pas. D'ailleurs, il y a beaucoup en l'occurrence, c'était des militants LGBT, mais une frange, disons, extrême. Et moi, j'ai des personnes LGBT qui m'ont écrit pour me dire qu'elles se reconnaissaient pas du tout dans ces modes opératoires et qu'elles se sentaient au contraire, justement, mal représentées et desservies par ces personnes-là. Donc je crois vraiment pas que ce soit efficace pour qui que ce soit, en fait. Mais c'est vrai, alors si on resserre un petit peu la focale et puis on regarde, c'est aussi c'est pas des traits de société, c'était trop fort, mais un peu des habitudes qu'on retrouve pas mal aujourd'hui aussi, qui ont peut-être aussi un lien fort avec tous les réseaux sociaux, Internet de manière générale, où c'est vrai, très vite, il y a des sphères d'influence, on va dire comme ça, où très vite on se retrouve aussi, on a plein d'exemples en tête de gens qui se sont fait lyncher publiquement parce qu'on pense qu'ils ne sont pas de la bonne forme de pensée ou qu'ils osent soutenir certains éléments qui pourraient remettre en question, heurter certaines sensibilités. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très large aujourd'hui dans la société. Et puis j'ai l'impression que beaucoup de gens marchent un peu sur des œufs en ayant peur de se faire lyncher publiquement par rapport à ce qu'ils disaient. Et elles l'ont dit. Un exemple récent, plus ou moins récent, c'était notamment J.K. Rowling. Voilà, alors qu'on aime ou pas son œuvre, etc. Mais c'est vrai qu'elle a traversé, en parlant en bon français, un bon shitstorm médiatique par rapport à ce qu'elle a dit. Alors que c'est vrai que si on met dans le contexte de ce qu'elle a dit et ce qu'elle a dit, c'était relativement aussi, c'était modéré, c'était pas quelque chose non plus délirant. Ouais, je sais même plus qu'est-ce qu'elle avait dit initialement. Alors je crois qu'elle avait réagi. Elle est très, je veux pas trop résumé. C'est par rapport aux sportifs, non? C'est pas par rapport aux sportifs. Il y avait en effet plusieurs tweets où elle maintenait la distinction entre le sexe et le genre, et qu'elle s'inquiétait notamment des conséquences de la fusion des deux, notamment sur pas mal de femmes qui auraient potentiellement beaucoup à perdre, notamment par exemple dans les prisons. Voilà, c'est vrai que si vous dites le sexe est votre genre et celui que vous choisissez, typiquement ça peut amener des dangereux hommes dans les prisons pour femmes. Il y a eu plusieurs histoires comme ça. C'est arrivé récemment, ouais. C'est arrivé récemment. En Écosse, je crois. Ouais, non, mais effectivement, J.K. Rowling, moi j'avais vu un peu, elle a vraiment subi des messages d'une grande violence, des menaces de mort, des insultes pas croyables. Enfin, ça a vraiment pris une ampleur énorme. Après, ça c'est vraiment, je pense, dans le monde anglo-saxon, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, ils sont tout part de chez eux, puis eux, ils sont vraiment à un stade encore plus avancé, quoi. C'est encore autre chose. Tout est plus violent, tout est plus extrême. Enfin, c'est l'Amérique, quoi. C'est peut-être chez nous après-demain, hein. Ouais, oui, nous, on est en 3e position après les États-Unis et la France. Mais oui, c'est effectivement, ouais, c'est clair qu'Internet, pour les personnes qui sont vraiment des personnes publiques, le moindre tweet, la moindre prise de parole peut se retourner très très vite contre eux, et ça peut prendre très rapidement des proportions énormes. Après, ça a tendance aussi à redescendre aussi vite que c'est monté. Ça aussi, il faut peut-être le noter. Ça excuserait, hein, mais ça fait partie aussi de la dynamique en question, je pense. Voilà, et puis c'est vrai que dans ces phénomènes, aussi un des phénomènes qu'on a vu récemment en lien avec ces points de militantisme, c'était les phénomènes en lien avec les questions de mixité choisie, donc des événements dans lesquels on dit c'est interdit aux non-racisés, c'est interdit aux jeunes cisgenres. Et puis c'est vrai que ça fait couler pas mal d'encre, de gens qui sont positionnés par rapport à ça. On comprend, je pense, à la base, cette idée d'avoir aussi des espaces dans lesquels on peut s'exprimer
dans un groupe particulier, mais autant tu t'es positionné aussi par rapport à ça, tu t'es exprimé, et autant ça peut poser un certain nombre de questions avec des conséquences potentiellement difficiles ou problématiques. Ouais, c'est vrai, j'avais réagi à c'était un événement organisé dans une ludothèque, qui ça connaît, je crois, ça connaît. En mixité choisie l'année dernière. Moi, j'avais réagi d'abord parce que ça concernait des enfants. Donc c'est ça que j'avais trouvé en fait particulièrement choquant. Moi, c'est que un événement pour enfants soit à ce point politisé, ça me paraissait pas normal. Après, disons 1 an plus tard, là, ça fait plus d'1 an que j'avais fait cette vidéo, j'ai pas le sentiment non plus que ce soit, enfin, et encore, non. J'allais dire que j'ai pas le sentiment que ce soit trop imposé, mais pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un ami qui devait aller à une soirée avec une amie à lui, et au dernier moment, elle lui a dit, je suis désolé, en fait, je savais pas, c'est une soirée sans homme cisgenre. Donc tu peux pas venir, il pouvait vraiment pas y aller. Mais bon, disons qu'à l'échelle de la société, ça reste, à mon avis, quand même relativement marginal. Je pense simplement que c'est pas la solution. Enfin, je peux comprendre. Après, toutes les soirées ou tous les événements de ce genre-là partent pas forcément des mêmes présupposés. Mais disons que dans l'absolu, moi, l'analyse que j'en avais faite, elle était double. Le premier point, c'était de faire un parallèle entre ça et la logique du bouc émissaire, telle que décrite par René Girard. C'est-à-dire qui consiste à dire que dans un état de société gagné par la violence mimétique, comme il dit, par la violence tout court, trouver un bouc émissaire à sacrifier, qui est censé, dont le sacrifice est censé procurer une forme d'apaisement, c'est une manière traditionnelle effectivement de régler les situations de conflit. Et donc là, en l'occurrence, on a un peu le sentiment que le sous-entendu de cette soirée-là, par exemple, c'était finalement les hommes cisgenres dans la société. Les hommes cisgenres sont vraiment la catégorie la plus problématique, quoi. Et donc, essayons de faire une soirée sans eux pour voir si la vie n'en est pas plus agréable. Bon, je trouve pas que ce soit forcément tout à fait souhaitable. Et puis l'autre point d'analyse pour lequel j'avais opté, c'était parce qu'en fait cette soirée, elle voulait aussi lutter contre les stéréotypes de genre. Et donc d'une certaine manière, on comprenait aussi à la communication qui était faite, lutter contre les différences finalement, abolir toute différence genrée dans le comportement notamment des garçons et des filles. Et il se trouve que par hasard j'avais lu peu avant un livre très intéressant de Sylviane Agazinski, philosophe française, qui disait, et Olivier Rey, un autre philosophe français, allait dans le même sens. Il dit très intéressant que la différence des sexes, c'est en fait la différence humaine fondamentale qui nous introduit, chacun en tant qu'individu, qui nous introduit à l'idée même de différence et à l'altérité, en fait, à l'altérité comme telle. C'est-à-dire, je peux envisager l'altérité d'une manière globale, d'une manière générale, je peux envisager l'autre parce que, fondamentalement et de prime abord, j'ai pris conscience que l'humanité était divisée en deux, entre les hommes et les femmes. Et en fait, c'était un peu ce livre de Sylviane Agazinski, c'est un peu un plaidoyer pour la différence, et pour les vertus aussi de la différence. Et une façon de dire, voilà, attention à pas non plus diaboliser la différence, à pas diaboliser le fait que tout n'est pas symétrique entre, en l'occurrence, pour prendre le cas auquel j'avais réagi, entre les garçons et les filles. Qui plus est, et là j'étais revenu sur René Girard, comme vous le savez, René Girard, sa thèse de la violence mimétique, c'est justement que lorsqu'on est les mêmes et lorsqu'on a les mêmes désirs, ça favorise la violence. Pourquoi ? Parce que quand on a les mêmes désirs, on devient des rivaux. On convoite les mêmes objets, etc. Et en ayant les mêmes désirs, on devient d'autant plus les mêmes. En devenant d'autant plus les mêmes, on a d'autant plus les mêmes désirs. Et donc c'est un cercle vicieux qui ne fait qu'alimenter la violence. Alors évidemment, partir de cette soirée ludothèque à Otis-Saconnet pour arriver à René Girard, c'est une petite pirouette là, mais l'idée quand même c'était ça en fait. C'était de toute façon, c'est ce que je fais à chaque fois, généralement. Je parle toujours quand je parle d'un cas particulier comme ça, j'essaie toujours d'en faire la base d'une réflexion qui transcende le fait divers en question, parce qu'effectivement, finalement, cette histoire, on s'en fiche un peu, quoi. Mais c'est plus, l'occasion par rapport à cette histoire de mixité choisie, c'est une façon de dire, attention à la logique sous-jacente, c'est-à-dire, si on considère qu'il y a là une logique, si on fait la rapprochement entre cette logique-là et puis la logique du bouc émissaire, le fait d'exclure, etc.,
c'est pas forcément souhaitable. C'est une façon aussi, pour le coup, là, de dire aux enfants, bah, en fait, si quelqu'un te pose problème, exclue-le, mets-le de côté, mettez-le de côté. On va pas s'embarrasser de discuter, on va pas dialoguer, etc. C'est pas forcément terrible. Et d'un autre côté, c'était aussi une façon de dire, de réhabiliter, pour ainsi dire, la différence. Tu veux, vas-y. Vincent, je vais essayer de refermer cette porte. Je vous remercie parce que on voit que c'est tentaculaire, quoi. Il y a une réelle complexité à tous les niveaux et dans toutes les interactions. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de plusieurs niveaux d'analyse, quoi, anthropologique, sociologique, parce que fondamentalement, on va dire que la pulsion comme ça de réaction qui émerge dans un cours, dans une conférence, ne vient pas que de la pulsion. C'est-à-dire il a fallu que les gens soient influencés par quelque chose, même s'ils ne sont pas en capacité de le mettre en mots. Donc il y a de multiples effets, mais pour le coup, je me pose une question, c'est-à-dire comment vient le sentiment de son genre, c'est-à-dire jusqu'à quel point la société contribue à façonner le genre que je vais me choisir. Pour moi, c'est évident, mais je me rends compte que ça ne l'est pas. Et je le vois avec les jeunes personnes avec lesquelles je parle aussi. Je suis très surpris, c'est-à-dire que je vois qu'il y a un processus par lequel on décide de son genre. Pour moi, c'est nouveau, parce que ça me paraissait évident. Alors, que sait-on par rapport à ça? C'est-à-dire, comment la société façonne ce truc intérieur qui fait que finalement, je suis un garçon, ou je suis une fille, ou je suis entre les deux. Parce qu'avant, on n'avait pas ce problème. Vous voyez, Je suis vraiment pas un spécialiste de cette question, en tout cas pas d'un point de vue psychologique, voire même médical, que sais-je. Tout ce que je peux dire, bon, déjà je pense qu'il faut faire la distinction quand même entre les gens qui se sentent concernés par ce que vous venez de dire et d'autres pour lesquels la question ne se pose pas. Je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ne se posent pas forcément cette question-là. Maintenant, est-ce que c'est nouveau? Je sais pas à quel point c'est nouveau. Pour citer par exemple Simone de Beauvoir, elle en parle pas mal dans Le deuxième sexe, du conditionnement de l'être féminin au-delà du sexe biologique par la société, notamment par le discours des parents et par toutes sortes d'injonctions qui font que la petite fille se développe différemment du petit garçon et développe une conscience d'elle-même en tant qu'être humain différente du petit garçon, qui impacte en particulier le sentiment qu'elle a de pouvoir agir sur le monde. Un exemple assez intéressant de Simone de Beauvoir, c'est celui de la bagarre. Elle dit que les petites filles à l'école, elles ont seulement le droit de jouer aux jeux qui sont régis par des règles. Or, les garçons, eux, ils peuvent s'adonner à des activités physiques qui se passent de règles. Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être la bagarre, ça peut être... elle prend l'exemple de la grimpe, grimper aux arbres. Et elle dit qu'en fait, en faisant ça, les garçons font l'expérience de leur corps et de leur capacité d'avoir un impact sur le monde et sur autrui, parce que évidemment, quand vous soumettez quelqu'un dans une bagarre, vous faites l'expérience d'une forme de puissance. Type d'expérience dont les jeunes filles, nous dit-elle, sont privées. Et ça a un impact, selon elle, décisif sur la manière ensuite dont elles se considèrent, et surtout dont elles considèrent l'impact qu'elles peuvent, pour le coup qu'elles ne peuvent du coup pas avoir sur le cours des choses, sur le cours des événements. Parce qu'on les aurait du coup éduquées justement à ne pas en avoir, et être dans une posture de passivité vis-à-vis de l'existence d'une manière générale. Elle dit finalement la femme comprend très vite que son destin c'est d'attendre l'homme. Et alors que l'homme, lui, son destin c'est de conquérir, etc. Ça c'est pour vous donner en gros, je suis pas du tout spécialiste de cette question, donc, ni de Simone de Beauvoir d'ailleurs, mais donc je pense que oui, il y a très probablement des discours, des pratiques, des habitudes qui tendent à façonner ou à consolider des choses qui sont peut-être aussi parfois des tendances naturelles, ça dépend de quel comportement on parle. Moi je suis quand même, à titre personnel, je pense quand même qu'il y a quelque chose comme le féminin et qu'il y a quelque chose comme
le masculin, et qu'après tout le monde joue un peu autour, on se sent plus ou moins l'un de l'autre. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à ce moment-là. Je pense pas que ce soit purement de la construction sociale comme certains le soutiennent. Voilà. C'est un peu tout ce que je peux dire. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je trouve que maintenant, voilà, moi, chacun fait ce qu'il veut, genre, transgenre, mais que ça soit vraiment pas un effet de mode, parce qu'il y a des gens, ça peut être des effets de mode qui vont regretter toute leur vie pour être, parce que limite maintenant, il faut presque être homosexuel ou transgenre pour être encore mieux vu. C'est mon opinion. Mais moi, ce qui me manque maintenant, c'est que je trouve que les femmes deviennent moins féminines. Les hommes, on dirait qu'on veut en faire du féminin, on veut leur faire perdre le masculin. Comme, ça vient pas de moi, mais maintenant, ils sont tous en trottinette au lieu d'être avant en moto et en santé masculin. Et voilà, moi, c'est ce qui me gêne un peu. Alors, on veut être dans l'ouverture, mais ça fait un peu méli-mélan maintenant. On regrette la crise de la quarantaine avec la Davidson, c'est ça? Je dois réagir ou... Oui, vous devez réagir. Oui. Bonne chance. Voilà. J'aime pas les trottinettes non plus. Pas pour les mêmes raisons, mais parce que je manque mourir chaque semaine 2-3 fois en sortant de chez moi à cause de ces trottinettes. Non, juste te dire qu'il n'y a pas assez de masculin, féminin et après transgenre. Vous voyez, mais j'ai l'impression qu'on veut tout mélanger. On veut faire transgenre, même les gens qui n'ont pas envie d'être transgenre. Quoi. Mais vous voulez dire quoi par on veut, qui veut? La société, ce que je vois dans les journaux, dans les... Voilà. Oui, non, est-ce que c'est c'est pas un flux, voilà, c'est un flux qui passe comme ça, sournoisement et... Alors moi, j'ai lu des articles de certains médecins et certaines statistiques qui tendent à montrer qu'effectivement, pour le cas des transitions, par exemple, il y en aurait beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 40 ans. On peut faire deux lectures, évidemment, de ces chiffres. Soit dire, il y a un effet de mode aujourd'hui qui incite les jeunes à transitionner, ou alors de dire, il y en a plus aujourd'hui parce que c'est moins tabou. Bon, je sais pas, moi je suis pas spécialiste de ces questions. Que ce soit des questions, ce sont des questions qui sont à la mode aujourd'hui et qui tendent à être souvent abordées dans le débat public, c'est vrai. Maintenant, à quel point est-ce que ça influence les gens d'une manière générale? Et l'homme et l'homme. Je sais pas. Après, ça c'est vraiment une question d'appréciation personnelle. Ça dépend aussi ce que vous entendez par féminin ou par masculin. Les hommes, on veut plus les féminiser, les femmes, on veut plus les masculiniser. Ça se voit dans la société. Je trouve qu'on veut faire perdre les repères du masculin et du féminin, de la femme et de l'homme. Ouais, ça va un peu dans le sens, je pense, de ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à cette soirée jeu qui s'était choisie, qui visait à lutter contre les stéréotypes. C'est vrai que, en fait, la question est de savoir quelle est la frontière entre quelque chose qui renverrait une forme de nature, ce que vous appelez là le féminin, le masculin, et quelque chose qui renverrait une forme de stéréotype. Et alors là, on est plutôt justement dans ce qui est socialement construit, quoi. Après, de nouveau, je pense que c'est une question d'appréciation personnelle, de considérer que tel trait de caractère ressorti à la nature du féminin ou du masculin, ou ressorti à une forme de stéréotype. Oui. Je pense qu'on va dans les extrêmes maintenant. On était avant dans les extrêmes. Et maintenant, après, si une petite fille, on va la mettre en rose et un garçon en bleu. Ah non, oh là là, on va faire ressortir le masculin, on va faire ressortir. Vous voyez, c'est dans les deux extrêmes. Voilà. C'est des balanciers, ouais. Ouais, au fond, alors je sais pas si vous voulez prendre Si la corde est assez longue. Oui, c'est assez long. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à votre pratique. Du coup, vous êtes doctorant, vous faites des vidéos. Et on parle de ces militants, on parlait de la CUAE qui sont très actifs. On parlait des gens qui se conforment, peut-être par volonté ou par peur, je sais pas, à l'écriture inclusive. Vous situez comment? Vous êtes un peu une exception là au milieu? Est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent un peu sous couvert? Ou comment est-ce que le milieu universitaire, qui est plutôt acquis justement à l'écriture inclusive, vous dit attention, faut pas aller trop là-dedans, tes activités sur ta chaîne YouTube c'est sympa, mais tu es quand même notre doctorant. Voilà, comment vous situez votre pratique, votre liberté d'expression et votre positionnement dans un mouvement qui est plutôt justement un peu à l'opposé quand même de ce que vous faites? Ouais, c'est vrai. Alors, la première fois que j'ai eu vent du fait que mes collègues et ma directrice de thèse en particulier avaient appris pour mes vidéos, etc., c'est sûr que c'était tout de suite un petit peu
un petit peu turbulent. Disons, pour la faire courte, on m'a effectivement dit on m'a jamais dit d'arrêter, on m'a jamais conseillé même d'arrêter ni rien. Par contre, on m'a effectivement dit que c'était peut-être pas la chose la plus prudente à faire, en tout cas qu'il fallait peut-être quand même faire un peu attention, quoi, ce qui est pas faux. Pour parler du cadre resserré de mes collègues à moi, j'ai pas eu j'ai senti aucune forme ni de pression, ni même d'animosité. Donc c'est plutôt dans l'ensemble bien passé. Je sais pas concrètement qu'est-ce qu'ils pensent, hein. Peut-être qu'ils sont pas du tout d'accord, qu'au fond, certains, en tout cas d'entre eux, me trouvent intolérable, on sait rien. Mais en tout cas, on ne l'a pas fait sentir. Et j'ai reçu quelques soutiens, j'ai reçu quelques messages de soutien d'autres, soit des professeurs, beaucoup de doctorants, d'autres facultés en particulier, parfois de certains étudiants aussi, qui voilà, se sentaient pas représentés par les instances représentatives de l'université, en particulier les associations d'étudiants, que ce soit la CUAE ou d'autres assos plus propres à chaque faculté, à chaque département. Donc ouais, je dois dire que dans vraiment les messages que j'ai eus, dans ce qui a été dit, généralement ça a été plutôt pour me soutenir. Mais après, quand il y a eu quand même le petit scandale là, enfin, quand il y a eu cet article dans le temps sur moi, les associations me dépeignaient comme étant proche de l'extrême droite, etc. Ouais, il y a quand même eu 2-3 moments un petit peu tendus. J'ai quand même dû un peu m'expliquer sur certaines choses. Enfin, je vous passe les détails, mais ça n'a pas toujours été non plus de tout repos. Et puis d'une manière générale, après je m'y suis habitué, quoi. Mais sur le moment, disons, psychologiquement, c'est clair qu'il y a un moment où vraiment, je me disais, en fait, là, je vais commencer à donner chaque année, je donne un séminaire, j'ai des autres étudiants qui me disaient, mais en fait, est-ce que ça se trouve parmi ces étudiants des gens qui me détestent mais franchement, je l'ai jamais senti, ça s'est toujours bien passé. Et puis, ça fait partie enfin voilà, ça fait partie de ce que je dois assumer aussi. Quand j'ai décidé de faire ces vidéos, j'ai essayé de parler publiquement, donc ça fait partie du deal, pour ainsi dire. Il y a quelques années, j'étais membre d'un parti communiste marxiste, marxiste-léniniste, et donc j'ai connu de l'intérieur bien les mouvements militants. Et je peux dire en fait que ces gens, ils utilisent en fait la discrimination, le racisme, ils victimisent les gens, ils utilisent en fait ce malheur, mais fondamentalement en interne, tu vois bien qu'ils jugent tout le monde de facho, de raciste, ils jugent à peu près tout le monde qui pense autrement qu'eux. Eux, ils se considèrent en fait comme une élite qui est éclairée, ils se considèrent comme l'avant-garde. Et tout le reste de la société, en fait, c'est l'arrière-garde, en fait, ils sont conditionnés par le capitalisme, par les médias et des trucs comme ça. Et eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est toujours gagner de plus en plus de territoire, et en fait, que chaque voix opposante, en fait, elle la ferme. Et au moment où, en fait, eux, ils auraient le pouvoir, ils veulent, en fait, instaurer une sorte de dictature de la pensée où, effectivement, il n'y a que leurs écrits, que leurs idées qui passent. Toutes les idées dissidentes, elles sont complètement virées. En fait, il n'y a plus aucune liberté d'expression, de pensée, de réflexion ou quoi que ce soit. Même au point qu'en interne, qu'on est à les états entre eux, quoi. Clairement, s'il faut tuer des gens opposants ou quoi, le moment venu, le feront sans scrupule, ils se mourraient de malheur. Et du coup, je me posais la question, en fait, tout ça, cette idée-là, en fait, elle se trouve même dans les fondements du communisme et dans les trucs-là, et dans les lectures marxistes. Et c'est vraiment clairement là. Et est-ce que dans les milieux universitaires, est-ce qu'il y a un débat ouvert par rapport à ce que j'évoque là et par rapport à leurs intentions? Et est-ce qu'une discussion autour de ça est possible? En fait, parce que c'est quand même violent. Voilà. Une discussion autour de l'extrémisme de certains groupes militants, de certains activistes, c'est ça que vous voulez dire? Juste par rapport à l'extrême gauche ou de manière générale par rapport aux mouvements militants politiques, c'est ça que vous voulez dire? Est-ce qu'on a une réflexion à l'université sur ces... Par rapport à l'extrême gauche, moi j'ai remarqué en fait que, moi en tout cas là où j'étais, c'était en Belgique, j'étais dans un mouvement très très extrême, et eux en fait ils voulaient en fait avoir le plus d'influence possible dans toutes les organisations progressistes et militants, et en fait ils voulaient avoir la mainmise totale en fait sur tous les mouvements possibles,
Et le moment venu, en fait, ils vont manipuler les gens, et à un moment où c'est le moment, en fait, de vraiment prendre le pouvoir et faire cette révolution. Ouais. C'est leur fantasme, en tout cas. Ouais. Mais ouais, autour de ça. La vérité, c'est que non, je crois pas que j'ai pas le sentiment qu'on ait beaucoup de discussions là-dessus, et c'est vrai que moi, plusieurs fois, je suis assez surpris, par exemple, que la CEAE soit jamais remise en question dans les débats qu'on a nous à l'interne. Je parle là des débats que nous on a vraiment dans mon département, mais j'ai jamais eu vent de discussion à ce sujet-là de la part de personnes. Pourtant, j'ai eu, comme je disais avant, plusieurs doctorants d'autres facultés qui m'ont contacté et qui me disent tous qu'ils en ont juste des étudiants. C'est plus intéressant en fait, parce qu'ils représentent d'abord les étudiants. Des étudiants qui m'ont écrit pour dire qu'ils en avaient jusque-là de la CEAE, qu'ils se sentaient pas du tout représentés par eux, etc. Et puis c'est vrai que dans leur communication, enfin, ils se cachent même pas de leur caractère politique radical. À la rentrée, ils envoient un mail, ils le disent noir sur blanc. On est une association radicale, politisée, je sais pas quoi. Donc ils se sentent suffisamment à l'aise. C'est quand même l'association fêtière, financée par une partie de la taxe universitaire des étudiants. C'est ça. Donc ils sont censés représenter les intérêts du plus grand nombre des étudiants, idéalement. Pour être tout à fait honnête, il faut reconnaître que parfois, ils proposent quand même des actions, des choses qui vont dans le sens voilà, du soutien à des personnes démunies, etc. Et il faut aussi leur en savoir gré. Mais c'est vrai que d'une manière générale, le gros de leur combat, c'est vraiment de l'idéologie pure. Et d'une certaine manière, ils ont déjà un peu pris le pouvoir à l'université. C'est eux qui tiennent le manche. Si vous regardez les échanges qu'il y avait eu après la conférence annulée d'Éric Marty et après que le rectorat a finalement décidé de renoncer à sa plainte, vous croyez qu'ils ont été reconnaissants, qu'ils ont dit on est content, merci beaucoup, mais ils se sont foutus de sa gueule limite. C'est-à-dire, ils ont dit je sais plus exactement comment ils l'ont dit, mais ouais, c'est un bon début, mais maintenant à voir si ça tient, et ils ont intérêt maintenant à faire gaffe à qui ils invitent. Enfin, ils se sont fait complètement, les autres se sont fait, enfin l'université s'est fait menacer au moment même où elle tendait quand même la main. C'était ça l'idée, on va pas porter plainte, on tend la main, mais en fait vous leur donnez la main, ils vous bouffent le bras. Moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens autour de moi, parce qu'il y a des gens qui sont là, ouais, mais il faut peut-être comprendre, mais pourquoi, mais comprendre quoi? Tu viens, tu craches, tu déchires, tu comprends quoi? Il y a rien à comprendre. Et en fait, plus vous allez dans leur sens, mais ça c'est vraiment une dynamique qui a été très très bien analysée par Max Scheller dans l'homme du ressentiment. C'est que l'homme du ressentiment, auquel moi j'aurais tendance à les associer, déteste l'amélioration des conditions qu'il déplore, parce qu'il prend un tel plaisir à maudire le monde, comme le dit Scheller, et à s'opposer, que en fait quand vous enlevez des raisons objectives d'opposition, c'est frustrant. Ça les frustre, et plus vous êtes frustré, plus vous allez être de mauvaise foi, et plus vous allez trouver des prétextes ahurissants pour donner un espace d'épanouissement à votre colère, enfin, à votre frustration. Et donc non, je dirais qu'il n'y a pas du tout de remise en question, que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on n'ose pas trop en fait en parler. Et je dois dire que moi-même, en 2-3 occasions, j'aurais peut-être pu le faire, mais je l'ai pas fait parce que je considère que j'avais consacré assez de temps à me défendre contre eux, et je préférais pas en rajouter, mais non, je crois pas que, j'ai pas le sentiment en tout cas qu'on en parle beaucoup. On arrive gentiment peut-être sur la fin. Je vous demande encore, si vous avez encore d'autres questions, c'est le moment de les poser. Moi, je voulais peut-être, on a abordé pas mal de champs. On a parlé de militantisme, d'écriture inclusive, de ces moments de mixité choisie. Peut-être s'il y a quelque chose qui est le trait d'union ou le dénominateur commun parmi tout ça, c'est en effet ces questions de liberté, la place de la liberté d'expression aujourd'hui, la place du débat public, où comme tu l'as très bien dit, on a tendance à se replier chacun dans sa vision du monde, à vouloir aussi l'imposer aux autres, mais sans passer par ces moments d'échange, de réflexion, de débat, de discussion. Et on vit de plus en plus dans des silos ou dans des mondes parallèles, sans vraie possibilité de réflexion commune. Et comment est-ce que tu vois cette place aujourd'hui de liberté d'expression et de débat public? Et je vais mettre un petit peu plus fort parce qu'il y a la musique. Cette générique de fin du... Voilà. À peu près, ouais, ça romantise un peu la rencontre. Ouais, je sais pas, la liberté d'expression, c'est vrai que
je serais peut-être un peu moins dramatique là-dessus que certaines personnes. Typiquement, les gens qui disent on peut plus rien dire aujourd'hui, je trouve ça toujours un petit peu agaçant. Ça supposerait qu'à une époque on pouvait tout dire et que c'était de tout repos, alors que non. Je pense même que probablement, même au XXe siècle, au XIXe, au XVIIIe siècle, c'était fondamentalement, en général, plus inconfortable de s'exprimer. Je pense que la liberté d'expression vient avec, dans certains cas, dans certains contextes, vient avec son lot de risques, son lot d'inconfort, et qu'il faut accepter aussi que, même si c'est regrettable, mais que voilà, parfois vous exprimez, puis on va vous traiter de certaines façons. Voilà, pour prendre mon cas, par exemple, j'avais pas trouvé non plus très loyal la manière dont ils avaient procédé, puis on n'était pas du tout dans le débat. Mais d'un autre côté, voilà, on peut pas. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie aussi du jeu, et je pense que la liberté d'expression, on l'a. Il faut simplement être capable d'accepter les éventuelles conséquences qu'elle peut avoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en font pas usage parce qu'ils ont pas envie de prendre le risque d'être exposés à des critiques, à des remarques. Je le sais, je le sens, je le vois autour de moi. Parfois, des gens dont je suppose qu'ils n'ont pas tout à fait les idées qu'ils font mine d'avoir, ou les opinions qu'ils font mine d'avoir sur tel ou tel point, l'écriture inclusive par exemple, mais qui se conforment quand même aux directives qu'on a reçues du rectorat il y a 3 ans, je pense maintenant, et qui écrivent comme ça, par flemme, je pense qu'on peut le dire, de devoir éventuellement ensuite assumer les conséquences qui pourraient s'en suivre. Donc je pense que la liberté, je pense ici, voilà, en Suisse, pour parler de notre cas à nous, je pense pas que la liberté d'expression en tant que telle soit menacée. Je pense simplement qu'elle est pas toujours confortable. Et après, c'est une question aussi de choix personnel. Est-ce que j'accepte de courir les risques éventuels de ma liberté d'expression? Je vous remercie parce que j'ai écouté les vidéos de votre chaîne quand j'ai appris que vous faisiez une conférence ici. J'avoue que je les ai beaucoup appréciées. C'est-à-dire, vous amenez une rectitude, on va dire, une verticalité, et je trouve que c'est bien de réhabiliter la notion de neutralité et d'abstraction du concept pour précisément dépasser, je dirais, tous les partis pris qui, eux, sont entre guillemets inférieurs, quoi, ou relèvent du vécu, qu'il faut savoir situer selon des analyses sociologiques ou militantistes, etc. Mais cela dit, j'ai envie de poser une question parce que il y a un mal-être social. J'ai tendance, alors comme ça un peu intuitivement, que les gens, les jeunes, tout le monde, nous avons des expériences de rencontres, des expériences émotionnelles qui sont beaucoup plus riches qu'avant et qui troublent le sentiment d'identité que nous avons. Et alors, ma question, ou ce que j'ai envie de soulever, c'est-à-dire le fait qu'on soit dans des rapports d'égalité, je dirais, de bonnes raisons, c'est-à-dire on ne veut pas dominer l'autre, on ne va pas l'exploiter. Donc jusqu'à quel point ça change tout d'une certaine manière. C'est-à-dire, je veux dire, même au niveau identitaire, la notion de complémentarité pose problème aussi. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, de complémentarité entre soi et autrui. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a le livre d'Éric Sadin là-dessus qui est vraiment intéressant, qui s'appelle L'ère de l'individu tyran, et dans lequel il va un peu dans votre sens. C'est-à-dire, il essaie de montrer que l'individualisme exacerbé d'aujourd'hui, exacerbé notamment par le progrès de certaines techniques, et de certaines techniques, les téléphones, Internet, etc., a donné, à partir notamment, il dit que ça s'est beaucoup accéléré à partir des années 2010, de plus en plus le sentiment aux individus qu'ils n'avaient pas besoin des autres. Parce qu'en fait, je peux tout apprendre depuis mon téléphone, et je peux en savoir plus. Donc, non seulement plus besoin des autres, ça induit aussi une contestation de l'autorité et de toute forme de verticalité, parce qu'en fait, vous avez des gens qui parce qu'ils ont lu Wikipédia, ils se disent finalement j'en sais autant que mon prof, donc pourquoi est-ce qu'il aurait une quelconque forme de pouvoir sur moi.
Et que donc ce sentiment de puissance, qui passe aussi par d'autres pratiques qui relèvent peut-être plus du détail, mais sur lesquelles on peut aussi s'interroger. Le fait de pouvoir faire venir un taxi, une voiture, d'un glissement de doigt, par exemple. Le fait de donner son avis sur tout. Vous faites quelque chose, vous donnez votre avis. Vous avez aucune idée de la vie de la personne qui vous a rendu un service. Peut-être que vous savez pas ce qu'elle vit, vous savez pas ce qu'elle fait, vous savez pas ce qui se passe dans sa vie, mais vous allez, c'est pas top, tiens, 1 étoile, 2 étoiles, je te mets un commentaire, etc. Donc, toutes ces pratiques tendent effectivement à donner à l'individu le sentiment qu'il a une espèce d'autonomie déjà et de toute puissance et donc tout ça pour dire que il dit que un des effets de cette conjoncture, c'est effectivement de donner le sentiment aux gens qui n'ont non seulement plus besoin des autres, mais que les autres sont d'une certaine manière un obstacle à leur réalisation, à la conception qu'ils se font d'eux. En tout cas, c'est un frein à une certaine forme de narcissisme. Les autres sont à leur service, quoi. Ils sont un frein à leur service, franchement. Ouais, voilà, ouais, je pense quelque chose comme ça. Ouais. C'est d'ailleurs une question, en tout cas en champ, qu'on va explorer dans 4 semaines avec Marc Ougnadi. On reçoit Marc Ougnadi, donc philosophe de droit de Bruxelles, pour parler en effet de ces questions d'individu et d'individualisation de la société par rapport à son dernier livre, Le second âge de l'individu. Voilà, je propose, on en a parlé de plein de choses, on va terminer par la question la plus difficile qui est habituellement celle qu'on pose à tous nos invités, quel que soit le sujet parcouru. Raph Muller, pour toi, alors ça n'a rien à voir avec le sujet de discussion, bien entendu, sauf si ta réponse va dans ce sens. Pour toi, c'est quoi les bains? Les bains, les paquets? Pour moi, c'est un endroit très sympa où j'aime bien venir l'été. Et l'hiver pour manger des fondus, comme pour, je pense, 90% des jeunes voix. Top. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Raph, pour ta présence ici avec nous. Merci à toi. C'était un plaisir. Je profite aussi brièvement de remercier l'équipe qui est derrière. Donc, Sarah, Pablo, Philippe, Caroline, l'équipe Philo Bain. Je profite aussi de remercier le groupe Culture et l'AEBP, l'association des bains. Et puis, j'ai parlé du samedi 17 juin à 10h, où on reçoit Marc Ougnadi. Et le prochain rendez-vous, c'est en l'occurrence dans 2 semaines, le dimanche 28 mai, avec Anicole, et avec qui on va parler notamment des impératifs de réussite sociale et de souffrance morale. Voilà, à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop avec ces courants d'air.